Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec El Watan. Voilà, aujourd'hui, pas de café, pas de conversation matinale. On est juste entre nous car aujourd'hui, mes invités, mesdames, c'est vous. Je vous pose juste une question et je me tais. Votre dernière mammographie, C'était quand? Si vous n'avez pas l'information, cherchez-la, c'est important. Vérifiez de quand date votre dernière mammographie. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'AlloMJ, toujours le dimanche soir à 20h sur l'antenne de Berbère Télévision. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que l'émission est rediffusée le mercredi de 16h à 17h. Bienvenue à nos lecteurs d'El Watan et également aux internautes qui nous rejoignent depuis quelques semaines maintenant via le site santémaghreb.com. Alors nous sommes effectivement le 25 novembre, ça fait un mois maintenant que la campagne d'Octobre Rose, la campagne de sensibilisation autour du cancer du sein, maladie qui touche essentiellement les femmes mais également les hommes. Donc cette campagne vient de s'achever. C'est une campagne que tout le monde connaît dorénavant. C'est une campagne mondiale. Et je voulais, pour réagir avec recul sur cette thématique, accueillir ce soir donc Emmanuel que vous avez vu il y a quelques semaines. Emmanuel que je remercie. Emmanuel qui revient, on s'était vu il y a quelques semaines avec le professeur Belkacemi et Catherine Cerizet. Bonsoir Catherine, la petite nouvelle de l'émission. Alors, j'allais dire en présentant l'émission que vous avez toutes les deux un point commun et dans l'absolu, si je ne vous présente pas autrement que comme Emmanuel et Catherine, les téléspectateurs ne sauront pas que vous avez un point commun particulier, à savoir que vous avez vécu une maladie qu'on appelle cancer du sein. Et je vous remercie d'ailleurs toutes les deux d'en parler ce soir parce qu'on va voir effectivement au travers de vos parcours avec certaines similitudes qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. Alors, Catherine, je voudrais peut-être commencer par toi, pas parce que tu es la plus âgée d'entre nous, non, ça c'était... Mais parce que, non, Catherine, parce que ça c'était ma petite boutade pour montrer qu'on est très, très détendu sur ce plateau aujourd'hui, même si la thématique est très sérieuse. Ton cancer remonte à mon avis, quelques années de plus qu'Emmanuel, c'est ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé précisément? Eh bien, en fait, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 12 ans, fin 2000. Je venais de me marier, j'avais 2 enfants, tout petits. Et donc, j'ai découvert une boule, toute petite boule sous la douche sur mon sein droit. Et donc, j'ai tout de suite été consultée un médecin et qui m'a dit « Oh là là, on va faire une mammo et une échographie ». Il t'a alerté tout de suite Oui, mais moi j'étais déjà alertée. Oui. J'étais déjà alertée, d'autant plus que ma tante avait eu un cancer du sein 10 années plus tôt. Et je me suis dit « Bon, ben voilà, ça me tombe dessus ». Oui. Et donc, toi, tu dis que la prise en charge a été très rapide, c'est ça? Tu as eu l'impression qu'on t'a
tout de suite expliqué que tu as été accompagnée ou c'est quelque chose qui était plutôt tombé comme une annonce comme ça qui... En fait, je pense que ça a été... Non, ça m'a semblé très long parce que je me suis découvert la boule le 10 décembre 2000. Ça, c'est un chiffre, une date que je retiens. Et j'ai été opérée en mars 2001. Donc 3-4 mois parce qu'il a fallu d'abord enlever la petite boule, faire une biopsie, enlever la petite boule. On s'est rendu compte que c'était un cancer lors de l'opération. Ensuite, il a fallu trouver un centre. J'ai choisi un médecin parce que j'ai vu 2 médecins pour être sûre que j'allais être non seulement bien suivie, mais j'avais besoin d'un bon contact avec ce médecin et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a un long parcours avec ce médecin, donc il faut qu'on ait le fit avec lui, que ça se passe bien entre nous. Et puis donc l'opération en mars 2001. Donc, ça t'a paru long, alors que c'est ça vrai que pour nous, 3 ou long. 4 mois, ça nous semble un délai tout à fait raisonnable. Je vois Emmanuel qui opine du chef aussi. Tu veux peut-être éventuellement réagir sur l'annonce, enfin comment toi, Catherine, nous parlait effectivement d'un temps qui lui a semblé long. On viendra peut-être sur l'aspect de diagnostic, parce que mais Emmanuel, je te voyais moi, effectivement... Ça a été peut-être le contexte était légèrement différent. Non, le contexte était légèrement différent, mais enfin, il y avait aussi des cas dans ma famille. Ouais. J'ai senti aussi la boule sous la douche et tout ça. Moi, j'ai attendu plus que Catherine, je pense, avant d'aller faire la... Pourquoi ? Parce que, justement, le cancer était tombé tellement de fois dans ma famille que je m'étais dit que ça ne pouvait pas me tomber dessus. À ce point-là, quand même d'accord. complètement idiot. On nie mais complètement la maladie en se disant je ça me disais n'arrive que qu'aux ça autres. ne pouvait pas me tomber dessus. Il y avait eu déjà trop de cas dans ma famille, je trouvais. Voilà, donc j'ai un peu attendu. J'ai attendu un ou 2 mois. Et après, écho, mammo, biopsie le jour même. Résultat de la biopsie une quinzaine de jours après. C'était le 9... moi j'ai eu le résultat de cette biopsie le 9 août 2011. Et j'ai été opérée le 29. C'est donc marrant. ça a été beaucoup plus court. Et je suis assez surprise, je vais réagir un peu à brûle pour point. Vous avez gardé précisément des dates, c'est des événements comme ça qui marquent votre vie en fait. On les vit, vous annoncez toutes les deux, tu parles du 10 décembre, Emmanuel du 9 août, c'est ça ? Comme des dates en fait, autant on se souvient ou des fois on oublie ces dates anniversaires, là c'est des dates qui ont changé forcément votre vie, c'est ça ? Pour qu'elles soient, ou en tout cas qu'on les garde en mémoire ? Moi j'ai l'impression... je pense que c'est nous a un peu tombé sur la tête, ce jour-là quand même. Oui, tout à fait. C'est un peu... Voilà. On se prend un peu à mur quand même. Oui, je pense que c'est vraiment une date qui marque un changement de vie. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'on est 2 exemples de femmes qui avons eu d'autres femmes atteintes d'un cancer dans leur famille, mais ça arrive aussi à des femmes qui n'ont pas parce que là, effectivement, d'histoire familiale de cancer. Oui, là on sensibilise les femmes effectivement qui ont dans leur famille déjà des précédents, qui ont perdu maman, tante, ou pour expliquer qu'effectivement là pour le coup il faut être particulièrement vigilante et participer soit aux campagnes de dépistage. En France c'est entre 50 et 74 ans. On va voir d'ailleurs que c'est malheureusement une maladie qui aurait tendance à toucher les femmes plus jeunes, mais en tout cas il y a cette spécificité des cas qu'on appelle familiaux où effectivement il faut être sensible, être à l'écoute de son corps en tant que femme, mais évidemment il se trouve que nos rencontres ont fait que vous avez toutes les deux eu ces expériences-là au niveau de la famille, mais évidemment, les femmes qui n'ont pas de cas familiaux connus, on va bien évidemment les encourager à aller se faire dépister, parce que je vais juste rappeler, si vous m'autorisez un chiffre, le cancer reste quand même la première maladie, le premier cancer du sein, c'est la première maladie... la première forme de cancer féminin. Je vais rappeler également que c'est devenu réellement un problème de santé publique au niveau mondial. On va donner quelques informations pour nos compatriotes qui nous regardent aujourd'hui, entre autres en Afrique du Nord. En Algérie, ça reste effectivement un phénomène qui prend énormément de poids dans la société avec les impacts culturels. On dénombre aujourd'hui 7500 nouveaux cas par an et la moitié en décèdent. Donc, à cause entre autres d'un diagnostic qui est posé tardivement, pas de dépistage organisé en Algérie. Au Maroc, non plus pas de dépistage organisé. Une prise en charge d'un diagnostic tardif qui fait que les femmes marocaines sont à peu près malheureusement logées à la même enseigne que les femmes algériennes. Et puis en Tunisie, un véritable coup de gueule, une sonnette d'alarme qui est tirée par les médecins oncologues tunisiens qui alertent sur le fait qu'effectivement
ça reste encore un sujet tabou auprès des femmes tunisiennes, toutes générations confondues, et qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, une femme sur 24, c'est beaucoup sur la population, une femme sur 24 de moins de 24 ans connaîtra un jour la maladie du cancer. Donc on a posé le tableau sur la situation en Afrique du Nord. On ne va pas aborder effectivement l'expérience, le poids de la culture, mais je voudrais effectivement savoir pourquoi. Est-ce qu'à un moment, vous avez été, comment dire, est-ce que la culture, votre vécu a fait qu'à un moment ou à un autre, Emmanuelle disait qu'elle était partie, qu'elle avait attendu avant d'aller se faire diagnostiquer. Pourquoi? Parce que ça pouvait avoir un impact sur ta vie privée, professionnelle, ou comme tu disais tout à l'heure, la maladie ne pouvait pas t'atteindre. Pourquoi on tarde comme ça? La maladie fait peur? C'était quoi ton image du cancer? Non, la maladie ne me faisait pas spécialement peur parce que justement, je l'avais déjà côtoyée. Donc je voyais un peu, malheureusement, on va le dire, voilà. en plus avec des issues qui sont pas géniales parce que tu as perdu deux proches. Oui, voilà, j'ai perdu 2 proches, mais enfin bon, ma sœur aussi a été touchée. Ta petite sœur, ma petite sœur a un an avant moi. Pour l'instant, tout va bien pour elle, donc voilà, on va dire que c'est pas toujours. Puis après, c'était pas les mêmes générations, c'était pas la même époque non plus. Les soins ont évolué, et tout ça. Je sais pas pourquoi Oui, non, je pensais vraiment pas que ça pouvait me toucher. Et vous étiez toutes les deux sensibilisées ou sensibles à cette notion d'autopalpation dont on parle régulièrement, dont on parle aux femmes, parce qu'avant d'aller consulter le médecin, effectivement, il y a ce système effectivement qui consiste à se toucher la poitrine, à toucher les seins pour éventuellement dépister, trouver cette fameuse petite boule dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu faisais naturellement? Non, très franchement, non. Je pensais que j'étais trop jeune, j'avais 37 ans, donc je pensais que j'étais trop jeune pour être touchée. Je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est que si on le dépiste tôt, il se soigne mieux. Oui, merci. Et les traitements sont moins lourds. Alors, on va dire qu'on n'en guérit pas forcément. Non, mais on a plus de chances de guérir. Si on se fait dépister tôt, plus la boule est petite, plus on a de chances de s'en sortir. Donc c'est un message qu'il faut faire passer absolument. Alors effectivement, quand il n'y a pas de dépistage systématique, il faut commencer à se palper les seins sous la douche. Il y a certaines personnes qui parlent d'un geste beauté. Voilà, comme on s'épile, comme on se maquille, on se lave, et bien sous la douche, une fois par mois, à distance des règles, on se fait une palpation, sans oublier sous les aisselles. Et puis, les aisselles, c'est pour détecter éventuellement la présence de ganglions. Absolument. Et on le sent, Catherine. Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Je demanderai l'avis d'Emmanuelle aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement flagrant au toucher que du coup, là, il n'y a pas photo? Après, c'est pas forcément un cancer qui est en train de se développer, mais ces fameux ganglions, ces fameuses boules, elles sont suffisamment tactiles, Alors, ça dépend des femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont des mastoses, ce qu'on appelle des mastoses, donc des seins qui sont difficiles, qui ont des boules, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure, mais il faut juste aller consulter quand on découvre une petite boule pour se rassurer. On consulte qui en priorité, Emmanuelle? Le gynéco. Oui, je pense, le gynéco. En fait, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que moi, je m'étais pas. Enfin, voilà, j'ai commencé à sentir cette boule au mois de juin. Mais en fait, donc, vu mon histoire familiale, moi, j'ai un suivi depuis à peu près 5-6 ans déjà. Enfin, avant la maladie, j'avais ce suivi d'une mammo-écho tous les ans. Ma dernière mammo-écho, à l'époque, datait du mois de mars, où il n'y avait rien. Donc au mois de juin, 3 mois après, on ne se dit pas que c'est possible. Et justement, là, je me rapproche là, de ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est que la maladie peut aller très très vite. Et donc, effectivement, plus on la décèle rapidement, plus on a de chances de s'en sortir. Aussi, quoi. Parce que ça peut avoir une... Enfin, ça peut prendre beaucoup de vitesse. Oui, plus on est jeune, plus le cancer peut être agressif, parce que les cellules se multiplient plus vite. Donc, non, il faut être vigilant, mais sans s'angoisser outre mesure. D'accord. Mais ceci étant, c'est l'annonce d'une maladie qui a quand même des incidences. Est-ce que dès qu'on a posé le diagnostic, j'imagine que les choses se sont enchaînées assez rapidement, même si tu disais tout à l'heure,
3 ou 4 mois, le temps t'a paru long, c'est quoi ensuite la prise en charge? Il y a rendez-vous tout de suite chez le chirurgien, c'est ça? On vous a expliqué l'une et l'autre précisément ce qu'on allait vous faire, ou c'était, est-ce qu'il y a eu un échange? Tu disais tout à l'heure que tu avais vu 2 médecins, parce que c'était important de coopérer avec le médecin, d'être en confiance avec le médecin. Comment les choses se sont engagées après? On parle de l'avant, avec, j'imagine, pour toutes les deux, hormis peut-être Emmanuel, une insouciance moindre, mais est-ce qu'il y a un chamboulement dans sa vie? Il y a l'avant et l'après-maladie? Oui, total. C'est-à-dire qu'on est pris dans une ronde infernale. On a assisté presque, non? A complètement assisté. Oui, on est pris en charge, c'est exactement le mot. On parle de prise en charge, c'est exactement ça, c'est nous la charge. Et donc oui, on m'a expliqué que on allait m'enlever le sein. C'était on t'a tout de suite. Non, en fait, j'ai vu 2 médecins qui me disaient 2 choses différentes. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. La décision revenait à qui? À toi ou c'était au médecin? Oui, la décision m'est revenue puisque j'avais vu 2 médecins. C'est moi qui ai choisi le médecin qui me proposait le protocole le plus lourd parce que j'avais peur et que je préférais qu'on enlève complètement le sein. Ça supposait qu'on enlève complètement la tumeur et qu'il ne reste rien. Donc on m'a proposé 2 protocoles et j'ai choisi le protocole le plus lourd qui consistait à donc enlever le sein, à faire des séances de chimiothérapie et après j'avais le choix de me faire reconstruire ou pas le sein. Et puis j'ai rechuté. Quelques mois, très peu de temps, j'ai été reconstruite en octobre 2002. Non, en octobre 2001 et j'ai rechuté en septembre 2002. Dans les mêmes conditions, tu as découvert... J'ai découvert exactement dans les mêmes conditions, excepté que c'était dans le cabinet médical. Il a commencé à me palper, je suivais sa main et j'ai senti quelque chose et j'ai dit on pense quoi dans ces cas-là? On se dit mince... Une fois déjà c'est compliqué, une rechute c'est quoi? Est-ce qu'on imagine dans ces cas-là qu'on ne va jamais s'en sortir? On arrive encore à se projeter dans l'avenir quand il y a rechute comme ça? Moi j'avais très peur déjà de la rechute puisque ma tante avait rechuté, donc j'avais très très peur de cette rechute et j'ai vécu, puisque une fois que les traitements sont terminés, vous avez des contrôles tous les 3 mois. Je vivais très très difficilement ces contrôles et même l'intervalle. Et quand j'ai découvert ça, les médecins m'ont dit mais non, c'est pas possible, vous êtes suivi, ça peut pas revenir à cet endroit-là parce qu'on vous a enlevé les ganglions, c'était vraiment sous l'essai. Et c'est moi qui ai insisté en disant mais je veux qu'on m'enlève cette boule, j'ai trop peur et c'était cancéreux. Donc c'était un ganglion qui avait métastasé. Et là, je suis repartie dans une ronde infernale, c'est-à-dire j'ai recommencé les chimiothérapies. En revivant des choses que tu venais de vivre. Voilà, en revivant exactement ce que je savais être terrible. Et puis j'ai eu de la radiothérapie. Et puis 5 ans d'un petit cachet quotidien qui s'appelle l'hormonothérapie. Donc finalement, j'ai fini mes traitements en 2008, en ayant commencé fin 2000. Donc ça a été très long. Mais aujourd'hui, tout va bien. Et avant de venir sur la manière dont tu as transformé ta vie, on a évoqué l'avant, on parle du pendant, on parlera de l'après. Comment on transforme, je voudrais avoir les incidents sur ta vie d'aujourd'hui, savoir ce que ça t'a apporté, si tu vois toujours la vie de la même manière ou pas. Emmanuel, toi, je voudrais bien avoir ton avis et ton parcours sur la prise en charge, parce que il me semble que la prise en charge est légèrement différente de Catherine. Et puis on insiste, il n'y a pas une prise en charge typique, c'est vraiment un programme, un parcours oui, moi ça a été peut-être plus rapide au début. Enfin, moi j'ai pas hésité. Enfin, à partir du moment où j'avais choisi l'hôpital, j'ai été recommandée. Choisi pourquoi? L'hôpital était quoi? C'était parce que c'était un hôpital qu'on t'avait conseillé? C'était pour des raisons de proximité? Vu avec ma généraliste, c'était, elle connaissait, elle pouvait me recommander dans 2 hôpitaux. Et donc après, effectivement, j'ai choisi celui qui était le plus pratique en termes de proximité pour moi, pour m'y rendre. Voilà. Je pense que la proximité c'est important dans le choix parce qu'on y va souvent à l'hôpital. Donc il faut effectivement, je disais tout à l'heure, bien s'entendre avec un médecin, mais aussi choisir un centre dans lequel on se sent moins mal qu'ailleurs, pas bien mais moins mal qu'ailleurs, et puis pas trop loin de chez soi. C'est vraiment si possible. Parce que, concrètement, c'est des centres dans lesquels vous rendiez à l'époque régulièrement. C'était quoi? C'était une histoire à partir du moment où les séances de chimio sont mises en place,
Emmanuel va nous dire qu'il a eu Ça dépend du type de chimio, enfin de façon des protocoles. assez moyenne, globalement souvent on y c'est arrive toutes les 3 semaines. Et on y arrive le matin, c'est ça, ce sont des soins en ambulatoire. Il faut compter une demi-journée, j'ai envie de dire. En Oui, moyenne, une demi-journée. Il faut compter une demi-journée. Donc après, voilà, si on a un rendez-vous très tôt et qu'on habite loin, ça, du coup, c'est de la fatigue en plus. On est déjà très fatigué par tous les traitements. Donc voilà, c'est vrai que la proximité peut jouer. Et après, effectivement, souvent, on a de la radiothérapie. Et la radiothérapie, là, pour le coup, on s'installe vraiment sur de la durée. Et c'est tous les jours. Voilà, c'est tous les jours, donc c'est très très fatigant. Donc beaucoup et c'est vraiment en d'allers-retours. fin de parcours, donc c'est vraiment qu'on est très fatigué déjà par toutes les étapes d'avant. Donc, on est dans quel mode quand on traverse ces moments-là de chimio et de radiothérapie? Est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Est-ce qu'on imagine même se projeter dans l'avenir? Et quels sont les impacts sur l'entourage? Parce que j'imagine toutes les deux vous avez une famille. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu peur pour vos familles, par exemple? Est-ce que vous avez mesuré l'impact? Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur vos familles? Toi, Catherine, par exemple, tu as des enfants. Est-ce qu'à un moment, la maladie t'a fait remarquer que tu pouvais peut-être partir? Est-ce que tu t'es inquiétée pour tes enfants? Est-ce que tu en as parlé à tes enfants? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme incidence par rapport à ta famille? La première chose que je me suis dite, c'est merci mon Dieu que ce soit tombé sur moi et pas sur un de mes enfants. Et ensuite, le deuxième stade, ça a été de me dire, je ne veux pas partir. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre les élève. Tes enfants étaient petits, Ils avaient 4 et 7 ans. Et donc, je voulais tenir pour eux. Le plus longtemps possible, en fait. Et tu parlais de mode, et en fait, moi, c'était en mode automatique. J'étais passée en mode automatique, c'est-à-dire, je me levais le matin des chimios, je les accompagnais à l'école, je prenais le taxi où on m'accompagnait, je faisais ma séance de chimio, je rentrais. Si je pouvais, j'allais les chercher à l'école. Et puis voilà, et ça toutes les 3 semaines, avec la fatigue qui s'accumule, avec les difficultés. Et puis on essayait quand même de garder une vie sociale, c'est-à-dire dans l'intervalle des chimiothérapies, il y a des moments où on est un peu mieux, quand on a passé la première semaine ou les 10 premiers jours, on commence à être un peu mieux. Donc garder une espèce de vie sociale, de sortir, d'essayer les petits moments de répit, d'essayer d'en faire quelque chose de bien. Et puis beaucoup jouer avec mes enfants, beaucoup leur expliquer ce qui se passait aussi. Continuer à assurer ton rôle de mère. Garder le contact, oui, absolument. Et toi, Emmanuel, quelles répercussions éventuelles sur ton entourage, ou peut-être tu me disais tout à l'heure en préparant l'émission qu'à l'inverse, là, ta maman est partie de cette maladie, du cancer du sein, et du coup, tu t'es retrouvée, avant même d'être la personne malade, tu as été dans le rôle de l'entourage, du coup, d'un proche. Comment la personne qui a été proche d'une personne malade se retrouve un jour à gérer la maladie elle-même? Comment on vit ça? C'était un peu... Ma question est pas forcément... Oui, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, moi, ma mère était en province, moi j'étais à Paris, donc je ne l'ai pas forcément beaucoup vue. Est-ce qu'elle t'en a parlé? Elle voulait pas, ma mère ne voulait pas tellement qu'on la voie malade. Oui. Est-ce qu'elle t'en a parlé? Est-ce que vous êtes des filles, hein, c'est ça? Oui. Vous n'êtes que des filles? Non, il y a un garçon aussi. Enfin, des filles à la maison. Est-ce que ta maman vous en a parlé assez rapidement, assez sereinement? Est-ce qu'à l'époque, effectivement, où elle a eu cette maladie, elle était en mesure, à l'aise pour en parler ou pas, ou c'était un sujet tabou? Non, elle n'en parlait pas beaucoup. C'est pas la même génération. Je pense que ça joue beaucoup, ça. La génération de ma tante, qui devait avoir probablement... 74 ans. Oui, c'est ça, c'est à peu près la même génération, même si je suis la plus âgée du plateau. Merci, Samia. Ce sera coupé au montage. Non, il ne faut pas. Je pense que c'était... Oui, on a envie de protéger, en fait, ces enfants. Et je pense que c'est une erreur parce que si on les protège, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on perd ses cheveux, etc. Et ils s'imaginent pire, en fait. Voire même, ils se culpabilisent en se disant, mais peut-être que c'est moi. J'ai ma part de responsabilité. Voilà, si maman est c'est de ma fatiguée, faute, etc. Donc il faut absolument, avec des mots différents en fonction des âges des enfants, mais leur expliquer que, on est malade, mais qu'on fait tout pour nous guérir et que
que les choses... Et tu disais, toi en plus, tu essayais d'être la plus présente vis-à-vis de tes enfants, à savoir que tu disais tout à l'heure, en sortant de séances de chimio, dans la mesure du possible, tu allais les attendre à l'école. Donc tu as fait en sorte de pallier à ce risque d'absence, en fait, parce qu'il y a quand même eu des périodes où tu as été hospitalisée. Comment ça se passait? Alors en fait, très peu. J'ai été hospitalisée finalement très peu, parce que j'ai été hospitalisée durant l'opération et la reconstruction. Et puis c'est 4 jours à chaque fois. Donc là, ils étaient pris en charge par ma mère ou par des amis. Non, je pense que c'était important. Je suis une mère poule un petit peu, donc c'était important de les protéger et puis de leur laisser le souvenir d'une maman présente, etc. Mais ça pouvait être faire les devoirs dans le lit, jouer à une bataille de pelochon aussi dans le lit. Enfin, on transvasait les endroits en fonction de mon état. Est-ce qu'un jour tes enfants, c'est une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais est-ce qu'un jour tes enfants ont mis un mot sur ta maladie, ont évoqué le mot cancer ou c'était... C'est moi qui l'ai prononcé. C'est moi qui l'ai prononcé par peur qu'il soit prononcé par un de leurs amis. Voilà. Le petit copain qui dit ah oui, j'ai vu ta maman, elle est fatiguée, ma maman m'a dit qu'elle avait un cancer, bah dis donc, elle va en mourir de son cancer. Et ça, je ne voulais pas. Ça vraiment, je voulais gérer ça, mais je les ai tout de suite envoyés chez un psychologue. La seule chose avec laquelle j'avais du mal, c'est justement l'éventualité d'une mort, de ma propre mort, que j'aurais eu du mal, moi, à gérer à la maison en discutant avec eux. Donc j'avais demandé de ne pas en parler, parce que pour un enfant de cet âge-là, on a une maladie, on donne des médicaments, on est soigné. Donc c'est assez simple, en fait. Et... c'est nous, adultes, qui transposons notre peur. Donc j'ai essayé d'éviter ça. Une manière de diaboliser peut-être un petit peu la notion de mort et en tout cas la tenir à l'écart du cercle familial. Oui, j'aurais même pas si pu, tu y as pensé un moment. Oui, moi j'y ai pensé, mais je pense que j'aurais vraiment pas pu gérer avec les enfants en tout cas. Et toi, Emmanuel, moi, couple, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un moment ou un autre où tu disais ta petite sœur a eu un cancer du sein un petit peu quelques mois avant toi? Ah non, avant moi. Moi, j'ai essayé, pendant toute la période de la chimio, en tout cas, de rester, dans une vie la plus normale possible. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment des chimios, on est un peu plus fatigué. Les 10 jours qui suivent, on est un peu raplapla, quoi. Mais après, effectivement, la vie peut reprendre son cours comme avant. On peut refaire des activités comme avant. Enfin, on n'est pas forcément très fatigué. Enfin, bon, moi, j'ai peut-être eu aussi la chance que ça se passe bien au niveau des chimios. D'ailleurs, je le dis, parce qu'on a quand même une image épouvantable de la chimio. Ah ben oui, en général, les gens systématiquement disent qu'ils en sortent malades. Alors ça peut... Bon, maintenant, il y a quand même beaucoup de médicaments. Je pense que peut-être à toi, à ton époque, c'était peut-être moins... C'était les mêmes. En protocole de chimio, ils n'ont pas, il y avait déjà, pas évolué encore. En tout cas, au siècle dernier, Catherine, souviens-toi. Oui, voilà. Non, mais au niveau des protocoles de chimio, maintenant, il y a des nouveaux médicaments, des traitements ciblés qui sont beaucoup moins invasifs et avec lesquels on est beaucoup moins malade, mais les protocoles de chimio sont les mêmes. Oui. Mais je pense qu'il y a autant de femmes, autant de façons, autant de cancers, et autant de façons de le vivre. On a effectivement en commun le fait d'avoir eu la même maladie, mais on ne l'a probablement pas vécu. Tout à fait, voilà, il y a des points communs, mais on vit différemment. Et tu disais, Emmanuel, toi, des répercussions sur ta vie sociale éventuellement. Toi, tu es intermittente, donc tu avais déjà effectivement un mode professionnel, pas régulier, mais ça a eu quoi comme impact directement? Est-ce que tu as tout de suite pensé à... Est-ce que tu t'es dit, j'arrête de travailler ou... La question ne s'est pas posée en ces termes-là, peut-être. Oui, non, je pensais que ça serait très compliqué, effectivement, avec justement l'intermittence de travailler aussi, parce que je me disais, de toute façon, à un moment donné, je vais avoir perdu mes cheveux et tout ça, donc ça va être un peu difficile aussi par rapport aux employeurs. Enfin, comme moi, j'ai plusieurs employeurs et tout ça, d'apparaître avec cette image-là, peut-être que ça va faire peur, aussi, voilà. Et puis là, pour le coup... on est dans un rapport au travail, là pour le coup, on veut qu'on soit super performant, nous les intermittents. Et puis, donc du coup, quelqu'un qui a un cancer, la notion d'efficacité. Je suis pas sûre que ça soit, qu'on m'aurait accueilli à bras ouverts comme ça. Bon, donc moi, j'ai été arrêtée et je me suis dit voilà, moi
je suis là avec je combats ma maladie. On verra après. Voilà, je suis dans mon combat et c'est tout, quoi. Ouais. Alors, je voudrais qu'on mentionne un aspect que Emmanuel a évoqué à l'instant, l'aspect esthétique. Emmanuel disait à juste titre, je voulais pas qu'au travail, entre autres, on me voit sans cheveux ou ce genre de choses. Alors, cette crainte qu'avaient les femmes, ce vécu qu'avaient les femmes il y a encore 30 ou 40 ans de ces traitements invasifs comme la chimiothérapie qui faisait qu'on perdait ses cheveux, ses ongles, qu'on avait un teint blafard. Il y a des remèdes maintenant pour y pallier, non ? Alors des remèdes. Moi, j'ai pas perdu mes cheveux. Oui. Et pourtant, j'ai eu 18 chimiothérapies. Mais parce que j'ai porté un casque réfrigéré. Donc qu'est-ce là donc oui. Mais en fait, ça dépend de la qualité. C'est la torture. Bon, oui, c'est vraiment. On verra ça en image. C'est très très froid. Mais en fait, selon les protocoles. C'est très moche, dit Emmanuel. C'est vrai, on ressemble un peu à un esquimau bleu. C'est vrai. C'est génial. C'est génial de pouvoir. Alors, je dis qu'on est on est hilar sur le plateau et c'est juste génial de pouvoir rire et c'est ce qu'on veut donner comme message aussi aux femmes, c'est que prendre avec un certain recul la maladie, parce que non mais ne t'excuse pas Emmanuel, parce que je veux dire s'il y a deux personnes qui peuvent sourire de cette thématique, c'est vous deux parce que vous êtes passés par là et que vous en êtes sortis. Donc le casque réfrigérant, c'est ça ? Alors oui, mais ça dépend. Alors ça dépend des protocoles. Emmanuel va pas arrêter de rire. On demandera des photos. Ah, tu as pris des photos ? Non, moi j'ai refusé toute photo. Et donc, en fonction des protocoles, de la qualité des cheveux, de la façon dont on le met, si on le supporte, etc., ça peut en tout cas ralentir grandement la chute des cheveux. Mais ça dépend vraiment des protocoles. Et puis des centres, est-ce que le centre en a, etc. Mais effectivement, on perd en tout cas ses cils, ses sourcils, donc ça fait des yeux un peu ronds. Mais puis maintenant, le teint est un peu blanc, voire jaune. Et donc, maintenant, il y a des centres esthétiques, des associations. Dans les enceintes même des hôpitaux ou alors ça dépend des centres. Malheureusement, oui, il y a certains centres qui en ont, d'autres pas. Mais il y a des associations aussi qui proposent des séances d'onco-esthétique, donc des femmes qui vous apprennent à vous maquiller, à choisir votre perruque ou à nouer un bandeau, à s'occuper de ses ongles pour faire attention. Il y a des moufles aussi pour les ongles, réfrigérés. Et pour les chaussettes, pour les pieds. Par contre, j'ai pas eu donc je voudrais voir la photo quand même. on va la demander, je suis pas sûre qu'Emmanuel accepte qu'on la mette à l'antenne, mais bon. Non, mais pour te dire que donc il y a des possibilités de rester. Il y a des artifices. Des artifices pour rester, pour garder un semblant de féminité, parce que quand même dans cette maladie qui affecte particulièrement les femmes, ce qui est touchant en priorité, c'est au plus profond de soi-même, c'est le sein, effectivement, avec tout ce que ça signifie, aussi bien au niveau de la sexualité que de la propre acceptation de son corps, mais il y a également l'image qu'on donne aux autres. Je sais qu'Emmanuel, en préparant l'émission, on a évoqué la question, elle me disait que sur les produits cosmétiques qu'on lui avait proposés, effectivement, c'était même des produits de grandes marques qu'on t'avait proposés, c'est ça ? Oui, parce que moi que tu continues à utiliser d'ailleurs. Oui, elles sont très bien. Oui, parce que moi j'ai eu, donc dans l'hôpital dans lequel j'ai été soignée, j'ai pu bénéficier justement comme ça d'un truc de soins avec une association, donc co-esthétique, avec une association qui s'appelait La Vie de Plus Belle. Oui. On mettra d'ailleurs toutes les références. Voilà, et donc était offert en début de séance à toutes les femmes présentes une petite trousse de toilette avec des tas de produits donnés par des grandes marques. Et c'est avec ces produits-là que les esthéticiennes nous ont expliqué comment justement cacher le teint un peu blafard, maquiller les yeux pour qu'on ne voit pas qu'on n'avait plus nos sourcils, nos cils. Et puis toutes les personnes qui assistaient à ces ateliers me disaient étaient logées à la même enseigne, donc il n'y avait pas de tabou, ce genre de choses. On parlait librement de la maladie puisque vous aviez au moins un point commun. On était toutes des femmes malades, on était toutes des femmes en traitement. Et les esthéticiennes qui vous ont pris en charge alors connaissaient la maladie, donc il n'y avait pas on se cachait pas, il n'y avait pas de non, parce que même d'ailleurs elle proposait, les esthéticiennes en arrivant à la réunion, pour les femmes qui voulaient d'enlever la perruque, parce que parfois la perruque peut gratter ou le foulard peut gêner. Après le casque réfrigérant, la perruque qui gratte. Voilà, enfin de se mettre à l'aise aussi.
Voilà, donc bon, après, on le fait pas. Mais... Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des prothèses mammaires, hein, et c'est important de dire que, parce que quand on nous enlève le sein, ce qui n'est pas systématique, il y a des prothèses qui, et je défie quiconque dans la rue de dire cette femme a une prothèse mammaire externe. Donc, il y a vraiment des artifices pour au moins paraître bien. Oui, et retrouver un semblant de féminité, être à l'aise dans son rôle de femme. Oui. Parce que c'est ça, en fait, on est affecté dans sa vie familiale, mais il y a un impact aussi sur la vie sociale, parce que l'une et l'autre, on va dire que la maladie est passée, si vous voulez bien. Quelles sont vos vies aujourd'hui? Catherine, toi, tu l'as transformée au travers d'un blog, c'est ça que tu as créé? Oui, alors moi je suis très nouvelle technologie. Mais très investie. Quelle était ta profession d'ailleurs avant la maladie? Clerc principal de commissaire-priseur. Je travaillais dans les ventes aux enchères et dans l'art. Donc en fait moi dès que je suis tombée malade, c'était les balbutiements d'Internet, mais ça m'amusait beaucoup et j'ai tout de suite tapé sous Google cancer du sein. Dès que tu étais malade, on verra l'expérience, le témoignage d'Emmanuel qui n'y est pas allé aussi rapidement que ça. Si, assez rapidement. Si, mais après, j'ai peut-être moins. Je n'ai pas utilisé ces outils-là tout de suite, mais tout de suite. Enfin, de toute façon, dès que tu penses que tu es malade, je pense que tu regardes. Oui, tu as envie de tout comprendre ce que c'est que la maladie. Tu as envie de traduire le jargon médical ou les résultats d'anapathologie. Et puis d'échanger avec d'autres femmes aussi. Voilà, c'est surtout. C'était le deuxième temps. J'étais très jeune, j'avais 37 ans et j'avais envie de rencontrer des femmes qui avaient un recul au-delà des 5 ans, des statistiques à 5 ans que te donnent les médecins. Parce que les médecins te disent toujours, quand ils te donnent des statistiques, mais tu le vois très souvent dans la littérature, les cancers du sein sont guéris à tant de pourcents à 5 ans. Mais quand tu as 37 ans, 5 ans, ça ne te projette pas très loin. Exactement. Donc moi, je voulais rencontrer des femmes qui avaient justement ce recul-là. Et en fait, j'ai trouvé plein de choses, mais un peu disparates, etc., un peu partout. C'était compliqué, on surfe sur Internet. Donc, et il y a du bon et du moins bon aussi, parce que j'imagine que dans les informations qu'on trouve, toutes ne sont pas forcément bonnes à prendre ou facilement assimilables au moment où on les lit, les découvre. Ça s'apprend de chercher sur Internet. Il faut vérifier qui est l'auteur, est-ce que c'est un journaliste, est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un patient. Il faut vérifier la date, parce qu'en médecine, il y a énormément de progrès. Donc un article qui date d'il y a 2 ans est obsolète aujourd'hui. Il faut regarder s'il y a des sources et puis il faut recouper. Une même information sur Internet qui apparaît dans 10 sites différents, dont 1 ou 2 qu'on connaît bien, etc., c'est une bonne information. Si vous la trouvez dans un site sur la 10e page de Google, etc., c'est une mauvaise information, mais ça s'apprend. Et donc finalement, pour en revenir à mon blog, en 2009, je me suis dit, je vais créer ce que je n'ai pas trouvé à l'époque. Je vais créer un blog dans lequel il va d'abord y avoir de l'information, donc une information claire, fiable, que je recoupe, que je vérifie. Et puis donner de l'espoir par ma seule présence, puisque je suis là 12 ans plus tard. Et ce blog a très très bien fonctionné très vite. Et une petite communauté s'est créée. En fait, les femmes se répondent, commentent, etc. Alors, le départ, c'est évidemment un de mes articles qui réagit sur une actualité ou qui parle de la chimiothérapie ou de la peur ou des enfants. Et puis après, il y a un dialogue qui s'instaure, y compris avec les médecins. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça t'a permis effectivement peut-être d'évacuer un petit peu la maladie ou de te sentir utile après cette maladie, non? Alors, me sentir utile, c'est certain. Moi, j'ai eu un passage où j'ai été dans une association qui s'appelle Vivre comme avant, qui visite les femmes qui viennent de se faire opérer. Et j'ai beaucoup aimé ce contact avec les femmes, mais très vite, je me suis rendu compte que j'en voyais quoi? J'en voyais 5, 6, 10 par semaine. C'était épuisant. Je donnais beaucoup. Elle me rendait énormément aussi. Pas le plus grand nombre mais je ne touchais pas le plus grand nombre, alors que par Internet, oui. Et donc, je me suis dit, les réseaux sociaux, les blogs, les forums, c'est vraiment là où je vais toucher des gens. Et puis pas seulement en France, je veux dire dans le monde. Tu as des messages maintenant de personnes qui sont
qui sont entre autres de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, c'est mes deuxièmes lecteurs, mes troisièmes lecteurs de langue française. Il y a les Canadiens, et, les Français évidemment, les Canadiens, et puis après très très vite Maroc, Tunisie, Algérie. Très bien. Emmanuel, et toi, comment tu as transformé l'après-maladie? C'était quoi? Il était impératif que tu reviennes, que tu réintègres une vie oui, enfin moi c'était sociale. important que je réintègre une vie sociale, et professionnelle rapidement. Enfin voilà, histoire de boucler. Avec une appréhension ou ça. pas? Ah bien sûr, bien sûr, oui, parce qu'on se dit que peut-être ça sera pas. De toute façon, c'est pas comme avant. On craint d'être moins performant. Ouais. Et est-ce que ton inquiétude à un moment, ça a été de te dire, les gens vont voir sur mon visage que je suis malade, que j'ai été malade, ou alors à la rigueur? Oui, bien sûr. Je me suis dit que ça se voyait, mais en fait, on m'a pas du tout renvoyé ça. On m'a renvoyé, ça te va bien les cheveux courts, ou des choses comme ça. Et les gens ne se sont pas du tout dit, alors que j'avais les cheveux très longs, ne sont pas du tout dit que j'avais pu être malade et que maintenant j'avais les cheveux courts à cause de ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on me renvoie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, non, mais de toute façon, on sort, on a quand même des traitements très lourds, très fatigants. Où on a quand même, il y a des périodes où on a l'impression qu'on n'a plus tous nos neurones, tellement on est fatigué. Donc c'est vrai qu'on a une petite appréhension, je ne sais pas si ça a été ton cas, Catherine, mais moi j'avais une petite appréhension d'être aussi performante après, de pouvoir reprendre les choses un peu comme avant. Mais d'ailleurs souvent on propose aux femmes de reprendre en mi-temps thérapeutique, parce que c'est quand même très très fatigant. D'accord. Enfin, on sort de quelque chose quand même de très très éprouvant. Et puis c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, je veux dire la société, une entreprise a besoin de la performance et on nous demande d'être à 100 voire 120%. Quand on sort d'un cancer, on est plutôt à 70, enfin on redémarre doucement quoi. Et donc ça c'est compliqué pour les entreprises. Donc moi j'ai été licenciée par exemple, donc j'ai pas eu de problème de reprise ou pas après ma rechute. Et en même temps, j'ai compris, parce que ça faisait 2 ans ou 1 an et demi que j'étais absente et j'allais encore être absente au moins 1 an et demi. Donc, pour eux, c'était pas possible de réorganiser. J'avais un poste de cadre, d'encadrement, c'était pas possible de réorganiser sur du très long terme. Donc voilà, donc moi, ça m'a permis d'élever mes enfants et de te consacrer, entre autres, à communiquer autour de du cancer du sein, de prêcher la bonne parole, d'échanger avec les femmes, entre autres par le blog. Et puis je sais que Octobre Rose, ça a été compliqué de te voir parce que tu es sur tous les fronts. Je rappelle juste qu'effectivement qu'on parle d'Octobre Rose, mais qu'évidemment la maladie, les femmes luttent, que ce soit ici en France ou partout dans le monde, c'est un combat qu'elles luttent au quotidien. Donc c'est vrai que Octobre Rose permet de sensibiliser, mais voilà, c'est un combat que tu as mené, que vous avez mené, et sur lequel il faut rappeler effectivement qu'il y a encore trop de femmes qui en décèdent. On ne va pas rester sur une note négative, puisqu'il va falloir conclure. Malheureusement, on serait bien resté plus longtemps ensemble. Vous vous projetez l'une et l'autre comment maintenant dans l'avenir, demain? Catherine, je vais te poser une question, pardon, Tu te vois grand-mère, par exemple? Ça n'a rien à voir avec ton âge. Non, j'ai encore un peu de projets? Voilà, mais c'est quoi tes projets? Alors, tes enfants sont adolescents maintenant. Oui. Donc Alors, je me projette comme grand-mère et alors je serai une grand-mère ravie parce que pour moi, ça démontrera que j'ai gagné le combat. Ouais. Là déjà, d'avoir fêté les 18 ans, par exemple, de mon fils, j'ai d'ailleurs écrit un post à ce sujet à son attention. J'avais rempli mon job. Je voulais les élever et voilà, j'en avais déjà élevé 1 sur 2. Donc ça, c'est être grand-mère, c'est un rêve. Donc mes rides, je les regarde avec tendresse. C'est des belles rides, ce qu'on appelle les rides d'expression. Parce que je me dis que voilà, ça veut dire que j'ai avancé et que plus j'ai de rides, plus je m'éloigne de la maladie. Et puis je fourmille de projets, donc tout va bien. Est-ce que tu te retrouves certains jours à avoir complètement oublié la maladie? Est-ce qu'on décroche ou est-ce que c'est un peu moi maintenant je travaille entre guillemets, je travaille pour plusieurs sites sur le cancer. Mais ta propre maladie? Non, jamais. Je n'oublie jamais. C'est vrai que ça s'éloigne, c'est-à-dire que on relativise beaucoup en sortant de la maladie. Moi, parfois, quand mes ados m'embêtent un petit peu trop, je relativise plus. C'est-à-dire, ça sort, je crie et puis je suis très en colère et c'est mes enfants qui me disent « Attends maman, personne n'est mort ».
Et du coup, ça te ramène à la réalité. Et du coup, ça me ramène à un degré de colère un peu plus gérable, etc. Mais donc, et ça, c'est aussi bon signe. Mais je l'oublie pas parce que je travaille dedans et que maintenant, mon but, c'est que de faire changer les choses, de faire en sorte que cette prise en charge, cette fameuse prise en charge dont on parlait tout à l'heure, se passe de mieux en mieux pour les patientes. D'accord. Et surtout quand on sait que souvent, et en Afrique du Nord en particulier, les malades potentiels ne sont pas informés des risques auxquels elles sont exposées, ne sont pas informés de l'autopalpation. Donc effectivement, on va participer nous aussi à faire en sorte que l'information soit accessible au plus grand nombre. On redonnera d'ailleurs, on va redonner les coordonnées de ton blog. Et toi, Emmanuel, je voudrais connaître ta projection. Comment tu te vois C'est vrai que moi, je m'embête moins avec les petits bobos de la vie quotidienne, on va dire. Enfin, c'est vrai que la maladie permet de prendre du recul aussi. Mais on fait des projets, on les concrétise. Bien sûr, on fait des projets, on les concrétise, on essaye. Ouais. Tu me parlais d'une anecdote qui était tu rentres de Corse, c'est ça? Voilà, je rentre des vacances que je n'ai pas pu faire parce que j'étais malade. Voilà, je les ai faites un an après et j'en suis ravie. Enfin, il y en aura d'autres, plein d'autres. Enfin bon, je ne vis pas que pour les vacances, mais moi si. Mais bon, voilà, donc non, moi j'essaye de... Voilà, mais je suis un peu comme Catherine, quoi. Là, moi, j'ai l'impression de sentir la maladie s'éloigner. Enfin, et en tout cas, c'est ce que je veux ressentir et j'y pense, forcément. On y pense, on ne peut pas ne pas y penser. Hein. De toute façon, enfin moi en tout cas, moi je n'ai pas été reconstruite pour l'instant. Donc j'ai quand même aussi, je le vois tous les jours. Mais enfin voilà, moi je suis en train de tourner la page sans oublier ce qui s'est passé, quoi. Avec peut-être un jour la réalisation d'un documentaire sur cette maladie, non? Oui, mais je pense que j'ai encore besoin de prendre du recul. D'accord. Par rapport à tout ça. Bon. Les filles, il va falloir conclure. Un petit mot de fin, Catherine. Aux femmes, si tu veux bien. C'est surtout un message d'espoir, je pense qu'on va transmettre aujourd'hui. Oui, moi j'ai envie de dire, faut pas avoir peur, faut aller se faire dépister, faut pratiquer l'autopalpation et se dire que c'est un accident de vie, mais on rebondit et voilà, et la vie est pas encore plus belle, mais elle est belle de toute façon. Voilà, on la savoure, exactement. Emmanuel, pareil. La vie est belle, oui, je crois. Génial. Et voilà, mais sinon, oui, effectivement, toujours, faut se faire dépister. Enfin, vraiment, il faut aller consulter si on a le moindre doute. Ouais. Écoutez, vraiment à toutes les deux, merci pour vos témoignages. J'espère qu'en tout cas, ils auront participé ce soir à vraiment sensibiliser les femmes à cette problématique qui touche de plus en plus de femmes, à donner surtout à être porteur d'un message d'espoir. Moi, je vais saluer particulièrement toutes les femmes qui nous regardent en Afrique du Nord, leur dire qu'effectivement, la maladie le cancer du sein ne doit plus être un sujet tabou. La maladie n'est pas une fin en soi. Prenez soin de vous et on va se retrouver la semaine prochaine en bonne forme. Merci et restez fidèles au programme de Berbère Télévision. Bonne soirée. Votre émission médicale vous a été présentée en partenariat avec El Watan.